Vous avez devant les yeux ou dans vos oreilles, dépendamment sur quelle plateforme vous nous écoutez ou nous regardez, deux parents de jeunes enfants. Mon petit gars a 2 ans, ta petite fille... 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Tu te couches à quelle heure d'habitude, Johan? Oh, c'est rendu que la fin de semaine, je peux me coucher à 7h30, 8h. Là. Ah ouais? Ouais, avec les journées que je fais, là, c'est... Ouais. Normalement, je me couche assez tôt aussi. Tu sais, mettons, 22 heures, c'est rare que je suis encore... On dort à cette heure-là. Mais, parce que j'avais du travail à faire hier, j'avais des articles à écrire, tout ça, j'étais encore debout à 10h30, 11h. Là, je reçois une notification. Dana White, en direct, sur son Instagram... Toi, tu dormais à cette heure-là? Ouais, à cette heure-là, je dormais, ouais. Fait que toi, t'as vu ça ce matin. Ce matin. Mais quelles annonces quand même, Dana White en direct hier sur son Instagram Live. Il a parlé de l'UFC 314, mais ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'UFC 315. Il a annoncé les 2 combats principaux de l'UFC qui va avoir lieu à Montréal en mai. Comme on s'y attendait, la ceinture des mi-moyens va être en jeu. Belal Mohamed contre Jack Della Maddalena, ça c'est une surprise, là. Grosse surprise, Maddalena qui a monté les échelons, qui a gravi les échelons, qui est un jeune combattant. On s'attendait pas à ça. On pensait que ça allait être Shavkat Rakhmonov. Exactement. Donc vraiment, gros combat. On l'a vu, Jack Maddalena a gagné son dernier combat contre Gilbert Burns. Ça a été une grosse guerre, un gros combat. A surpris Burns avec un gros genou à la fin. A réussi à gagner ce combat-là. Ça va être un bon combat. Puis l'autre combat de championnat, et on va dans le détail là, dans quelques instants dans tout ça, mais Valentina Shevchenko contre la Française Manon Fiorot, ça aussi, on l'avait vu venir, mais ce sont les 2 gros combats de championnat qui auront lieu du côté de l'UFC 315 à Montréal en mai. On parle de tout ça et bien plus au SOS Podcast. Bienvenue. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Eh ouais, Ben Baudouin en compagnie de Johan Lennes. On va avoir Marc-André Barriot en entrevue dans quelques instants. Lui aussi sera sur la carte à Montréal en mai. On va bien sûr revenir sur le dernier événement qui a eu lieu du côté de l'Apex. Jared Cannonier, qui ne rajeunit pas. Grosse performance pour lui. Et on va mettre la table pour l'UFC Seattle aussi. Mais bien sûr, et on continue la conversation, la discussion là-dessus, parce que Della Maddalena contre Belal Mohamed, votre main event, votre finale à l'UFC 315 à Montréal. Donc, j'ai des gens qui m'écrivent, qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, qui m'ont demandé si j'étais satisfait des annonces qui ont été faites. De mon côté, oui. J'ai hâte de voir ces combats-là. Mon seul bémol, en fait, mon plus gros bémol, c'est ma déception de ne pas voir Shavkat Rakhmonov. C'est un de mes combattants préférés. 19-0, 18 victoires avant la limite. Mais il est blessé. Là, on aurait voulu voir Rakhmonov contre Belal, parce que Rakhmonov, c'est un combattant justement qui est très spectaculaire. Fait que on le sait, Belal, c'est peut-être pas le combattant qui est le plus spectaculaire. Souvent, c'est un combattant un petit peu je le comparerais un peu à Khabib, qui va vouloir travailler sa lutte, travailler son jiu-jitsu, beaucoup de corps à corps, beaucoup de cage, ce qui peut sembler souvent ennuyant au niveau des gens qui regardent les combats, spécialement les gens qui sont pas nécessairement des spécialistes puis des grands fans d'arts martiaux mix. Le premier coup d'œil, on regarde ça puis on se dit c'est un combat qui est ennuyant, les 2 gars font juste se coller, mais ça prend énormément de technique, beaucoup de cardio pour faire ça. C'est un cheval, Belal Mohamed. Exactement, il manque pas d'énergie, il manque pas de technique. Donc par contre, Jack Maddalena, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut apporter, parce que c'est un très bon combattant au niveau du jiu-jitsu brésilien. C'est un bon combattant, là, on l'a mentionné, là, il a battu Gilbert Burns. C'est un combattant qui est gaucher, qui est spectaculaire, qui termine ses combats, grosse force de frappe. Donc, un jeune combattant qui semble jamais manquer d'énergie. Il pourrait battre Belal, tu penses? Je pense qu'il a ses chances. Honnêtement, je pense qu'il a ses chances, oui. Parce que là, c'est Jack Della Maddalena, australien. À l'UFC, depuis peu, là, je pense que tu es arrivé à l'UFC à peu près en même temps. J'ai eu une offre pour me battre contre Jack Maddalena, moi, à mon 2e combat en Australie, chez lui. Offre que j'ai refusée parce que ça fonctionnait pas dans les temps, mais ça fait pas longtemps qu'il est à l'UFC. Ça va peut-être faire 4 ans qu'il est à l'UFC. Ouais, je vais regarder. Il a passé par Contender Series. Par la suite, a aligné les victoires. Là, il est 7-0 à l'UFC. Beaucoup de finish, fait des gros KO. L'UFC depuis 2022, une ascension quand même assez rapide, fulgurante. Ouais. À 7 victoires, aucune défaite. Il mérite sa chance.
Ça va être un gros combat. J'ai hâte de voir parce que c'est un Australien, comme tu l'as mentionné. Montréal, le décalage horaire va être assez intéressant, assez grand. Ouais. Donc, j'espère pour lui qu'il va être en mesure d'arriver un petit peu, peut-être une semaine ou deux à l'avance pour pouvoir s'acclimater au temps et au climat. Là. Et puis lui, c'est tout un revirement de situation parce qu'il devait se battre dans 2 semaines à Londres contre Leon Edwards. Exact. Il devait faire la finale. Et là, ben, c'est Sean Brady qui va aller faire la finale contre Leon Edwards. Peut-être, est-ce qu'on se sent un peu mal pour Leon Edwards? Parce que là, évidemment, a été champion, a perdu une décision contre Belal Mohamed à sa dernière sortie. Là, on le place chez lui dans un main event contre Della Maddalena. Et là, c'est son adversaire qu'on retire de ce combat-là pour le mettre en combat de championnat, alors que lui, ben, un peu victime des circonstances, c'est lui la grosse tête d'affiche de l'UFC Londres. Au O2 Arena devant des milliers de personnes. C'est sûr que si on avait retiré Leon Edwards de cette carte-là, la vente de billets en aurait souffert. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a choisi Della Maddalena à la place de Leon Edwards. Hein. Et honnêtement, c'est pas un combat facile pour Leon Edwards parce que Della Maddalena était gaucher et c'est un gars qui est plus reconnu pour son combat debout. Là, on passe à un Sean Brady, un petit qui est plus trapu, droitier, qui a une très, très grosse lutte et un très gros jiu-jitsu brésilien. Donc, vraiment, c'est 2 styles de combattants qui sont complètement différents. J'espère que Leon Edwards va pouvoir s'ajuster rapidement pour ça parce que c'est pas le même combattant qu'il va avoir en avant de lui. Là. Bref, c'est un très, très bon duel là, sur papier. Belal Mohamed, il est invaincu à ses 11 derniers combats. 10 victoires, 1 nulle technique. C'était en raison de doigts dans les yeux. Là, c'est un combat qui avait... on n'avait pas pu terminer le combat. Et Jack Della Maddalena, 7-0 à l'UFC. Mais lui, il est sur une séquence, je pense, de 17 victoires de suite. Là. Donc, c'est assez spectaculaire, les deux. Exactement. Il avait perdu ses 2 premiers combats professionnels, Jack Maddalena. Moi, j'avais regardé un petit peu sa fiche parce que je croyais peut-être pouvoir l'affronter. Et par la suite, il a gagné ses 17 combats consécutifs par la suite. Notamment une grosse victoire. En fait, il est 17-2, donc il serait sur 15 victoires de suite. Non, c'est ça. Oui, il a perdu ses 2 premiers. Les 2 premiers, donc c'est ça, 17 il a gagné de suite, les 17 d'affilée. C'est vraiment une fiche remarquable. Grosse victoire à Contender Series. 7 victoires consécutives à l'UFC. Des gros KO. Écoutez, vraiment, c'est une opportunité en or pour lui de devenir champion. Exactement. OK, la demi-finale, autre combat de championnat. Valentina Shevchenko, la reine des poids-mouches, qui est encore au sommet de son art, mais là, elle aura tout un défi en Manon Fiorot. Et on parlait de séquence de victoire. Elle, c'est 12 de suite, Manon Fiorot. Son surnom, c'est The Beast, et elle le porte très bien. Manon Fiorot, qui a un style... c'est 2 combattantes, des spécialistes au niveau du combat debout. Ah ouais, ça va faire des flamèches debout. Mais c'est des combattantes qui sont très différentes. Manon Fiorot, qui est une combattante plus au niveau de la distance, qui a un stand un petit peu plus sa posture et plus au niveau du karaté, qui fait beaucoup de bons sur place, qui travaille avec les in puis les out. Elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Travaille beaucoup avec son sidekick de la jambe avant. Tandis que Shevchenko, elle... On avance, on finit avec des low kicks, la jambe avant. Donc, c'est vraiment un clinch en Muay Thai. Muay Thai clinch, très impressionnant. Solide. Donc, je serais pas surpris de voir Shevchenko tenter d'amener Manon au sol. Moi non plus. Parce que vraiment, Shevchenko, c'est une combattante qui est très complète. Un bon jiu-jitsu brésilien, ça fait longtemps qu'elle est dans l'organisation. Fiorot, elle, encore un petit peu une nouvelle tête d'affiche, une nouvelle tête montante dans l'UFC. On n'a pas vu beaucoup son combat au sol, sa lutte non plus. Je pense que ça pourrait être dans l'avantage de Shevchenko d'épuiser Manon Fiorot en l'amenant au sol, en essayant de travailler le corps à corps avec elle contre la cage. Ça peut vraiment être une tactique intéressante pour Shevchenko. Mais quel combat féminin! C'est certainement un des combats les plus relevés depuis longtemps. Là. Elle vient d'aller récupérer sa ceinture, Valentina Shevchenko, dans le dernier combat de sa trilogie avec Alexa Grasso. Elle s'était fait surprendre, rappelez-vous, à l'UFC 285 par la Mexicaine. Elle avait perdu sa ceinture là, qu'elle possédait depuis, attendons voir, depuis 2018. Depuis la création, là, ou presque la division des poids mouches féminins, c'était Valentina Shevchenko qui régnait en reine. Alexa Grasso est venue la surprendre. Il y a eu un deuxième combat nul, ultra serré. On a refait la trilogie et là, Shevchenko est allé rechercher sa ceinture avec une décision unanime à l'UFC 306. Et là, ça sera sa première défense de son 2e règne. Tu parlais de lutte et surtout et que Fiorot travaille avec ses coups de pied. Il va falloir qu'elle les time bien, il va falloir qu'elle les synchronise bien, il va falloir qu'elle les
ce soit pas trop prévisible parce que attraper une jambe, effectivement, Shevchenko a attrapé la jambe avant de Fioro. Si ça se retrouve au sol, ça peut être long pour la Française. Puis on le sait, avec le Muay Thai, avec le style de combat que Shevchenko a, c'est pas quelque chose qui est difficile pour elle d'attraper une jambe. On la voit souvent prendre la jambe puis travailler avec ses coups de genoux, ses coups de coude. Donc ça va être important qu'elle cache ses kicks avec ses mains avant, qu'elle essaie de camoufler ça un petit peu. Ouais, c'est bien mentionné. Billets en vente la semaine prochaine, le 26 si vous êtes membre du Fight Club de l'UFC, le 27 si vous êtes membre abonné à l'Infolette, et pour l'admission générale, en fait, le public général, c'est le 28 que les billets seront en vente. Des grosses nouvelles aussi concernant l'UFC 314. Ça, c'est le 12 avril du côté de Miami. On n'avait pas encore de carte finale. On n'avait pas encore de combat principal. Et là, mais je pense que la plus grosse nouvelle, ça concerne l'événement principal, mais c'est le fait qu'Ilia Topuria délaisse sa ceinture des 145 livres. Donc, le titre est vacant. Ce sera Alex Volkanovski contre Diego Lopez pour le titre des 145 livres. Ilia Topuria vient d'avoir la ceinture, l'a défendu une fois et quitte déjà parce qu'il dit que c'est trop compliqué de faire 145 livres. Qu'est-ce que tu penses de la décision? Je suis très surpris. Par contre, on sait que Topuria, c'est vraiment un gros combattant. Là. Il montait à 170 livres dans la cage. C'est immense, là, autour de 170 livres. C'est presque illogique. Donc, de le voir à 155, ça peut être vraiment intéressant. Est-ce qu'il s'en va se battre contre Islam Makhachev? Il va pas là. Comme j'entendais plusieurs personnes réagir, il va pas là pour un combat. Il délaisse pas une ceinture pour aller faire un combat d'aspirant numéro 1 à 155 livres. Puis on entend déjà les rumeurs pour dire que l'UFC voudrait faire Makhachev, Topuria fin juin là, au gala à Vegas International Fight Week. Tout le monde veut voir ça. Ilia Topuria contre Makhachev, ça me fait un petit peu penser, c'est pas le même style de combattant, mais ça me fait un petit peu penser à lorsque Khabib a affronté Conor McGregor. C'est un style de combat qui va amener énormément de fans. Tout le monde va être les regards tournés vers ce combat-là. Puis il a un gros following en Espagne, notamment en Europe, Ilia Topuria. Ça va être incroyable, ce combat-là. Puis la seule chose qui différencie ce combat-là de McGregor et Khabib, c'est que Topuria a un jiu-jitsu brésilien d'enfer. A vraiment un bon jiu-jitsu brésilien. Donc, peut se faire au sol, peut se faire justice un peu plus. Peut se faire justice un petit peu. Et que la plupart des combattants que Islam Makhachev a affrontés, clairement, Topuria est une ceinture noire de haut niveau en jiu-jitsu brésilien. Là où est-ce que la balance peut tourner, ça va être au niveau de la force physique et du poids. Ouais, effectivement, parce que c'est pas un petit non plus 155 livres, Islam Makhachev. Islam Makhachev, c'est tout un 155 livres. Quand il est sur toi, ça peut être très lourd. Volkanovski, Diego Lopez pour le titre, c'était le combat à faire. Lopez, ascension lui aussi fulgurante, il n'est pas à l'UFC depuis super longtemps, 2023, a perdu sa première sortie. Depuis ce temps-là, c'est 5 victoires de suite, je pense. 5 victoires de suite, une grosse victoire contre Brian Ortega à son dernier combat. On l'a vu à la Sphère, c'était une grosse performance, a dominé Ortega au niveau du combat debout. On le sait, Lopez, c'est quelqu'un qui c'est un spécialiste un petit peu au niveau du jiu-jitsu brésilien, là. 26 victoires, 10 KO, 12 soumissions. C'est quelqu'un qui termine ses combats. Donc, ça va vraiment être une grosse commande pour le vétéran Volkanovski qui, lui, a perdu 3 de ses 4 derniers combats. On le sait, il a affronté les meilleurs. Il était dans des guerres aussi. Exactement. Le KO contre Topuria était assez... Le KO contre Topuria était assez intense. Le KO contre Islam Makhachev, le kick à la tête, était très intense aussi. Donc, ça, c'est 2 KO à ses 2 dernières sorties. Il va falloir que le vétéran trouve le moyen de peut-être passer le premier round puis de ralentir le combat, là. Rapidement, Michael Chandler contre Paddy Pimblett. Wow, Chandler contre Pimblett. Honnêtement, Pimblett, pour moi, c'est une grosse star dans l'UFC. Par contre, n'a rien affronté. Là, c'est un gros test. Là, ça va être un gros test. Ses 2 derniers combats, c'était contre Ferguson, qui est sur la fin, et King Green. Donc, vraiment, là, pour moi, ça va être un vrai test pour Pimblett, que Chandler, écoutez, a perdu contre Oliveira, a gagné contre Oliveira, Poirier, Gaethje, il les a tous affrontés. Chandler, c'est 23 victoires, 9 défaites, fait son nom avec Bellator avant. C'est un vétéran, donc vraiment une forme exemplaire aussi. J'ai hâte de voir ce combat-là. Et je vous mentionne la signature de Patricio Pitbull, l'ancien champion de Bellator, qui a obtenu son souhait, qui a été libéré par l'organisation, a signé avec l'UFC. On le met tout de suite contre Yair Rodriguez. Un match-up tout simplement incroyable, un duel qui promet. Exactement. Pitbull, tu l'as mentionné, c'est un vétéran des vétérans. Écoutez, 12 victoires par soumission, 12 victoires par KO, 12 décisions. Il peut tout faire. Il peut soumettre, il peut terminer le combat. Yair Rodriguez, le Mexicain, on le sait, 19 victoires, 5 défaites. Une machine avec ses pieds. Un très bon jiu-jitsu brésilien aussi. Gros combat. Mon cher Yohan, avant de passer à notre analyse de ce qui s'est passé le week-end dernier du côté de l'Apex, on a notre ami Marc-André Barriault, Powerbar, qui vient de se connecter avec nous pour un petit brin de jazzette, parce qu'on parle des gros combats là, à l'UFC 315 à Montréal. Il y en a un
crucial aussi pour le Québécois Marc-André Barriault contre Bruno Silva. Marc-André, tu m'entends bien? Oui, je vous entends, les boys. Comment ça va, mon ami? Ça va super bien, merci. Comment ça se passe? Content de te battre à Montréal devant les tiens, Marc-André. On s'y attendait, bien sûr, là, les Québécois sur la carte à Montréal et tout ça, mais de connaître ton adversaire déjà 3 mois à l'avance, Bruno Silva, un gars prenable en plus, avec l'énergie de la foule, comment t'entrevois ça? Écoute, c'est sûr qu'au stade de ma carrière, où je suis rendu, là, les dernières années, j'ai quand même été très actif. Là, malgré les hauts et les bas, j'ai toujours eu quand même la confiance de l'UFC qui m'ont tout le temps mis sur des cartes d'importance. Sans attente de mon côté, je faisais juste confiance au processus. Puis je me disais, regarde, je suis dedans en ce moment, puis je démontre toute ma résilience, mon vouloir, mon caractère, puis je travaille fort. Puis je me suis dit, regarde, on va voir qu'est-ce qui va se présenter. Puis après les 2 derniers résultats, c'est sûr que je devais voir un peu qu'est-ce qui s'en venait pour la suite. Mais vous le savez très bien autant que moi, là, quand mon dos il est contre le mur un peu, là, comme ça a déjà été dans le passé, là, souvent ça fait sortir le meilleur de moi. Puis j'ai le petit feu en dedans là, qui brûle un peu comme ces fois-là justement qui a fait en sorte que j'ai été capable de me remettre sur le bon chemin là, comme il faut pour la suite. Là. T'es rendu, par curiosité, ton contrat à l'UFC, il te resterait théoriquement combien de combats ton contrat? J'ai le dos contre le mur. Je vais me battre pour mon emploi. Là, ça va être le dernier avec 3 défaites de suite. Mais tu l'as très bien dit. La dernière fois c'est pas la première fois que tu te présentes dans la cage dans cette situation-là. Puis la dernière fois, tu avais sorti une de tes meilleures performances. Ça te donne confiance, j'imagine, ce qui s'est passé par le passé, les performances que tu as sorties dans des circonstances pareilles. Là. Oui, c'est sûr, tu sais, puis des combats faciles, il n'y en a pas là, dans l'UFC, là, je veux dire, j'attendais pas d'avoir même que après mon dernier combat, tu sais, je me disais, regarde, je me dis, au pire, ils vont peut-être me donner quelqu'un qui essaie de se faire un nom sur mon nom, tu sais, peut-être un nouveau qui veulent essayer de matcher contre un vétéran. Je me dis, regarde, je me ferai pas d'attente. Moi, je vais démontrer là, que probablement je devais me remettre de ma blessure, me remettre de toutes les émotions aussi. La dernière année a été quand même assez éprouvante. Mais, tu sais, j'ai fait 3 combats, même si c'est pas les résultats qu'on espérait. Je me suis dit, regarde, Marc, t'es là, t'es dedans, tu t'entraînes dans un bon gym, t'es entouré d'autres gars comme toi, tu sais, qui en gagnent, qui en parlent des combats. Donc, on reste des humains à la fin de tout ça, puis c'est important de mettre l'emphase là-dessus aussi. Puis je pense que c'est ce qui a été vraiment la clé de ce processus-là, un peu, de me garder tout le temps terre à terre. Puis c'est sûr qu'on avait eu des pourparlers, là, tu sais, que l'UFC revenait à Montréal, on savait pas quand. Donc là, depuis 2 semaines, là, moi, j'en savais un peu plus là-dessus. Puis quand on m'a offert le nom de Bruno Silva, là, je l'ai fait comment? OK. Surtout que les deux, on est dans la même position un peu. Là, Bruno, il est aussi, je pense, je sais pas s'il est à son dernier combat, mais c'est pas mal sûr que ça va donner quelque chose que celui qui le veut le plus à la fin de la soirée, c'est lui qui va aller le chercher pour savoir s'il veut continuer à avoir son travail là, dans l'UFC. Ouais, puis on va s'entendre, Marc-André. Tu l'as pas eu facile à tes 2 derniers combats. Là. Joe Pyfer, qui est comme une star de l'UFC, qui est une étoile montante. Ce combat-là, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été en ta faveur. Et à ton dernier combat, une blessure à la cheville rapidement, qui a été difficile pour toi de reprendre le dessus. Donc ça, c'est 2 combats qui te mettent vraiment pas en valeur. T'sais. Là, d'avoir la chance de pouvoir te battre devant les tiens, on le sait, tu es un gars qui vit avec l'énergie de la foule. Tu vas pouvoir te battre devant les tiens contre quelqu'un qui est prenable, qui a 3 défaites consécutives, 3 ou 4 défaites consécutives. 4 défaites consécutives. C'est un client qui peut te mettre en valeur clairement. Puis tu l'as mentionné, tu es quelqu'un qui est capable de faire face à l'adversité quand tu es le dos contre le mur. Tu remontes la pente. Donc, comment tu vois ce combat-là? Là? Ben, c'est ça. Tout ce que tu viens de dire, en fait, c'est le même feeling qui m'avait que quand j'avais demandé mon combat contre Eric Anders, qui était un point tournant dans ma carrière. Puis je le demandais, ça faisait plusieurs années. Puis il y avait le monde me demandait pourquoi. Puis j'avais quelque chose en dedans qui était. J'étais pas capable de mettre le doigt dessus, mais je me suis dit, faites juste me laisser aller dans la cage avec lui. Puis je pense que le mix de nos styles, de nos personnalités, ça va faire en sorte que je pense que ça va donner quelque chose de très bon, puis que ça va faire sortir le meilleur de moi-même. Puis je vois un peu ce combat-là un peu de la même façon. Là, striker, gaucher aussi, tu sais, que
C'est sûr que le gars, c'est un black belt aussi en jiu-jitsu, mais il a mieux se battre debout. Il est capable d'aller un peu partout, mais moi, je vais être prêt encore une fois pour défendre, attaquer, puis répondre, riposter, puis surtout être dans l'action. Parce que quand je suis dans la réaction, c'est pas le meilleur de moi qui va sortir. Donc, je me dois être dans l'action, puis de savoir que tout peut arriver. Mon dernier combat, je veux dire, des kicks comme ça, on en bloque des centaines dans un camp d'entraînement. Puis pourquoi un kick a fait en sorte que ça m'a fait ce dommage-là, surtout le premier du combat. Mais j'ai jamais été le genre de gars qui a dit pourquoi, comment, puis avoir su qu'est-ce qui allait arriver. J'ai juste avalé ma pilule. J'ai travaillé fort sur ma récupération. J'ai mis beaucoup de temps là-dedans, encore aujourd'hui, même si je suis pas à 100% là, de mes capacités, là, même si j'ai annoncé le combat. Mais je sais que j'ai du temps devant moi, puis mon expérience va faire en sorte que je vais pouvoir y aller en qualité au lieu d'y aller en quantité, justement. Là. Ouais, tu vas avoir un bon 6 mois quand même entre tes deux sorties. Là, c'était au mois de novembre, début novembre du côté d'Edmonton. On le disait, 4 défaites de suite pour Silva, 6 défaites à ses 7 derniers. C'est un gars qui cogne très fort, par exemple, Marc-André. Il faudra que tu sois vigilant. Le 20 KO en 23 victoires. Vous voyez le genre de combattant que ça peut être. J'ai le goût de te demander, Marc-André, bon, 3 défaites de suite pour toi, et on se connaît depuis assez longtemps, là, et tu t'en caches pas, tu joues ton emploi. À ce point-ci de ta carrière, tu as 35 ans, 14 combats à l'UFC. Il doit y avoir une méchante fierté qui t'habite quand même, là, le petit gars de Gatineau qui a fait toute cette carrière-là à l'UFC. Là. Ah, écoute, c'est sûr, comme je dis souvent, moi, cette aventure-là, je l'avais jamais imaginé, je l'avais jamais dessiné devant moi, me dire, un jour, comme un jeune qui joue au hockey, puis il dit un jour, je veux la Ligue nationale avec un idole ou quoi que ce soit. J'ai roulé avec les coups. Je pense que je suis un gars, vous le savez, je suis un gars émotionnel, je suis un gars qui s'adapte énormément dans son environnement. C'est pas pour rien que j'ai fait des moves aussi. Je suis parti à Québec, je suis revenu à Gatineau, là, je suis en Floride. J'ai besoin de goûter à beaucoup de choses, puis je me laisse pas définir par ça, dans le fond. Je suis vraiment content de savoir que ma carrière aurait pu s'arrêter, ça fait longtemps. Justement, j'ai su rebondir au bon moment. Je me fais pas même pas de pression de plus en plus. Là, je me dis, regarde, si c'est pour être le dernier, ben ça sera le dernier à Montréal, puis on va boucler la boucle là, mais c'est pas avec ça que je m'en vais là-bas non plus. Là. Je veux être capable de pouvoir continuer. J'en ai encore dans le tank à donner. Je suis très conscient, par exemple, que je veux dire, mes derniers combats, ils l'ont montré. Oui, c'est sûr que des bons coups bien placés, ça peut faire du dommage. L'important, c'est de savoir que à l'intérieur, ça se passe bien, mais j'ai encore le goût de le faire. Puis on est assez intelligent, je suis bien entouré, j'ai ma femme avec moi, j'ai mon équipe, toute l'équipe pour savoir que est-ce que je veux encore, est-ce que je suis encore capable de pousser avec ces gars-là. Puis j'ai ma réponse à tous les jours, là, vu que je m'entraîne quand même avec des tops à tous les jours ici. Puis tant aussi longtemps que moi, je vais le savoir que je veux continuer. Je vais le faire, mais là, je vais mettre tout ce que j'ai justement là, pour ma préparation, puis pour aller réécrire ma page d'histoire à ma façon. Avant de te laisser partir, dernière question. Montréal, il était temps. Là. Toi, tu as commencé ta carrière à l'UFC à Ottawa, dans ta cour, là, pas loin de Gatineau, mais tu t'es pas battu au Québec depuis tes années à TKO. Là. De finalement revenir à Montréal après toutes ces années-là, je veux dire, ça doit être assez spécial aussi là, pour toi et pour les autres combattants québécois. Oui, puis en plus, c'est drôle parce que autour du mois de mai, là, c'est une date, un mois qui est très significatif pour ma carrière de combattant. Quand j'ai gagné ma ceinture à TKO, c'était le 4 mai, là, justement, tu sais, puis la grosse soirée là, que j'avais gagné la ceinture, puis j'avais fait la demande, toute la kit. Fait qu'on a mis beaucoup de temps là-dedans, d'énergie dans ces moments-là. Puis en plus, j'ai fait mes débuts aussi le 4 mai à Ottawa, 2 ans après. Donc là, ça va pas. Ouais, c'est ça, Ottawa. Puis là, de savoir que là, à Montréal en plus, pour savoir que ça fait 10 ans qu'ils sont pas venus, justement, là, tu sais, au Centre Bell. Je vais tout mettre ça à ma faveur, justement, pour que je sois le maximum de mes capacités. Que je sois juste moi-même, dans le fond, sans trop de pression. Je suis très conscient que je ne serai sûrement pas le centre d'attraction, là, tu sais, mais je veux juste aller faire ma job, puis aller enjoyer tout ce que j'ai à faire. Puis on voit ce que ça va nous mener, mais je veux make the most of it, comme on dit. Puis je sais que j'en ai encore à donner. Puis tu sais, je me rends pas plus de pression de dire que je vais amener avec moi, tu sais, une nation ou un pays ou un peuple. Tu sais, je suis parti, ça fait quand même 4 ans là, tu sais, du Québec. Je reste québécois, je reste quand même fier de où est-ce que je viens. Mais j'ai toujours été curieux de voir qu'est-ce qu'il y avait un peu plus loin, puis de m'adapter surtout. Là. En tout cas, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bon camp d'entraînement, c'est encore dans 3 mois, tu as le temps de te préparer.
Puis là, tu dis que tu seras pas le centre d'attraction. Je pense que tu vas être un des centres d'attraction. On va tout être derrière toi, c'est sûr et certain, Marc-André. Puis la bonne nouvelle aussi, si t'es sur la carte préliminaire, c'est que tu te bats plus tôt. Après ça te donne le temps d'apprécier le spectacle aussi puis de parler aux fans. Je suis sûr qu'ils vont être nombreux à vouloir avoir un petit moment avec Marc-André Barriault à son grand retour à Montréal. Marc-André, merci beaucoup d'avoir pris le temps, mon ami. Toujours un plaisir de te parler. Yes, merci les boys. Faites une bonne job. Merci prends soin de toi. Ciao. Salut, bye. Un mot sur Marc. Johan, tu le connais bien. Tu es même allé le voir. C'est un de tes bons amis. Tu as été entraîné avec lui à Killcliff en plus déjà. Puis tu sais, c'est un gentleman, Marc-André Barriault. Puis c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Honnêtement, ce qu'il a fait, moi, je lui lève mon chapeau. Il est allé au Killcliff. Il est parti tout seul. Il a fait son nom au Killcliff. C'est rendu un des top dog au Killcliff, c'est le combattant au Killcliff il rentre dans le Killcliff. Tu veux travailler ton cardio, tu vas se parler avec Marc-André Barriault. Tout le monde au Killcliff sait c'est qui Marc-André Barriault, c'est lui qui a accès à la cage, c'est lui qui a accès au... Tu sais, il fait partie des grosses têtes au Killcliff, puis moi, pour vrai, à chaque fois, j'ai toujours été impressionné d'aller là puis de voir à quel point il avait fait son chemin, qu'il avait fait sa place. Ça me met vraiment en sécurité. Moi, quand j'y vais... puis qui est là, ça me met en sécurité, puis j'ai pas la même énergie, puis j'ai pas vraiment envie d'y aller s'il est pas là, parce que vraiment, tu sais, le Killcliff, c'est une grosse école, il y a beaucoup de gros combattants, les gars s'entraînent fort, ça cogne dur, donc vraiment, là, tu sais, pour moi, ça a été un grand frère longtemps, puis s'il y a bien quelqu'un qui peut rebondir de cette séquence-là, c'est Marc-André Barriault. Oui, parce qu'il l'a déjà fait, là. Je pense qu'il jouait son contrat quand il a affronté, on en parlait, là, quand il a affronté notamment Jordan Wright, après une dure défaite contre Njokuani, là. Il est allé passer une soumission à Jordan Wright. Après sa défaite contre Hernandez, il est revenu avec une grosse victoire par KO contre Julian Marquez aussi. Donc c'est ça, quand il y a le dos au mur, Marc-André, c'est là qu'il sort le meilleur. À suivre donc pour Marc-André du côté de l'UFC 315. Allez, on va se dépêcher puis on va y aller rapidement là, pour la fin de l'émission. Retour sur l'UFC du côté de l'Apex la semaine passée. Jared Cannonier contre Grigory Rodriguez. Quand on mettait la table, on en parlait. La condition physique de Grigory Rodriguez, tu l'avais mentionné, gros point d'interrogation. C'est un gars du Killcliff aussi. Il a tout lancé pendant le premier round. Il a touché Cannonier. Cannonier est allé au sol. Il s'est vraiment acharné. J'ai pas senti qu'il a voulu gérer son énergie. Puis c'est ce qui lui a joué des tours. Oui, parce que Cannonier, en vieux routier, il a laissé passer la tempête. Je veux dire, il s'est fait sonner. Là. Il s'est fait passer. 2 fois, il a touché sonner les cloches. Ouais, c'est ça. Il est allé 2 fois au plancher, a réussi à se relever, tout ça. Revenu fort au 2e round. 3e round, c'était à l'avantage de Rodriguez. Plus serré, mais quand même. Jusqu'à ce coup de coude de Cannonier qui a vraiment ébranlé Rodriguez à la toute fin du 3e. N'a pas eu assez de 5 minutes pour s'en remettre. Cannonier a terminé ça dans les premières secondes du 4e. 41 ans là, dans quelques semaines. C'est ce que je disais à ma copine. C'est tellement motivant pour les gens qui commencent puis qui sont un petit peu plus vieux. Exemple, moi qui a 32 ans, de me dire que lui, il a 41 ans puis il est encore capable de livrer la marchandise contre un jeune. Rodriguez, là, il n'est pas vieux, là, 32 ans. Exactement. Puis, grosse machine. Là. Rodriguez pourrait faire 205 livres, c'est sûr et certain. Il devrait, parce qu'il a blâmé la coupe de poids. Là. Il n'avait pas d'énergie. C'est un monstre à 185 livres. Donc, vraiment, ça peut être une option pour lui de descendre de poids. Là. Monter de poids, pardon. Ouais, c'est ça, exact. Donc, à suivre. Pas de recul pour Grigory Rodriguez. Puis Jared Cannonier conserve sa place dans le top 10 à 185 livres. Youssef Zalal contre Calvin Kattar. Le contraire s'est passé. C'est le jeune loup qui est allé détrôner le vieux routier, là, Kattar, qui très je sais pas comment tu as vu ce combat-là, là, très hésitant. A pas été capable de solutionner la bonne faut donner le crédit à Zalal, la bonne défensive quand même beaucoup dans les 2 premiers rounds. Beaucoup de mouvements, tout ça. En tant que bon boxeur, j'ai été déçu du jeu de pied de Kattar qui n'a pas été capable de couper l'octogone là, pour un peu piéger Zalal. Puis on a entendu Ferazabi entre le 2e et le 3e. Là, il faut que tu lances 300 coups de poing dans le 3e. Il était parti pour ça. Il a comme manqué de temps. Ou s'il s'était réveillé au 2e round au lieu du 3e. Exactement. Parce que le 3e round a vraiment été en la faveur de Kattar. Zalal qui a fait du bon travail au 1er puis au 2e round. Mais si Kattar avait commencé un petit peu plus tôt, clairement, ça n'aurait pas été le même combat. Est-ce que Kattar a vraiment été affecté par ses 3 défaites consécutives? On le sait, il était sur 3 défaites consécutives. Il était sur une longue pause aussi. Là, peut-être un peu de rouille en partant. C'est sûr que ça l'affecte un combattant mentalement. Là.
Déception pour Calvin Kattar, l'Américain qui s'entraîne au gymnase Tristar. Mais Youssef Zala, lui, le jeune Marocain, qui fait un bond de géant, n'était pas classé, maintenant rendu 12e à 145 livres. Et Kattar recule de 4 positions. Il est 14e. Dans les autres performances dignes de mention, Edmond Shabazian, qui est allé d'un KO au premier round, un gros KO contre Dylan Budka, que ça lui a valu 50 000 $. Shabazian, encore jeune, il est là depuis longtemps. On le voyait gros comme la terre au début vingtaine. Performance en dents de scie, mais c'en est un autre là, qui a encore beaucoup de temps pour se remettre en marche. Sa carrière est loin d'être finie malgré des performances en dents de scie. Exactement, puis on l'a vu, là, vraiment une belle performance. Là. Un double jab qui a été évité, une belle main droite placée au bon moment, un gros KO spectaculaire. Là. C'est sûr qu'un jeune combattant comme ça, quand tu arrives à l'UFC et que tu es vraiment jeune, ça te prend un petit peu plus de temps peut-être de te développer. Tu fais partie de l'organisation avec les meilleurs dans le monde. Donc, je lui souhaite de retrouver le chemin de la victoire. Là. Gabriel Bonfim a réussi un bon étranglement d'Ars contre Chaos Williams. C'était pas un combattant, c'était pas un défi facile pour Gabriel Bonfim qui porte sa fiche à 17-1. Et Walter Walker, le frère de l'autre, le frère de Johnny, gros poids lourd, deuxième clé de cheville consécutive, il prend goût le bon Walter. Là. Ouais, puis on le sait, c'est rare les clés de cheville, hein, mais ça pardonne pas une clé de cheville quand elle est bien prise, là, puis ça peut faire du dommage. Je pense, Pat le disait dans l'émission, il y en avait 3 avant. Donc, Walter avait été une des 3 ou 4 clés de cheville. Frank Mir l'avait réussi 2 fois, mais Frank Mir, on sait que c'est un as du jiu-jitsu aussi. Oui. Chez les poids lourds. Contre Brock Lesnar, si je me trompe pas aussi. Oui, exact. Il l'a fait une fois contre Brock Lesnar. C'est assez rare. Des soumissions en partant chez les lourds, c'est plus rare. Les clés de cheville, encore moins. Puis Walter Walker qui rejoint Frank Mir quand même dans un palmarès de l'UFC. UFC qui passe de l'Apex de Las Vegas à Seattle au Climate Pledge Arena, un Fight Night cette fin de semaine présenté dans l'intégralité sur les ondes du TVA Sport 2. Donc, dès 19h, on va être en ondes. Finale intéressante. Henry Cejudo, ancien double champion, champion à 125, champion à 135, sera en finale contre Song Yadong, le chinois, qui est classé 8e. Cejudo a 38 ans. Il est sur une séquence de 2 défaites. Il est sorti d'une retraite de 3 ans. Il a dit « Je vais reconquérir mes titres ». On lui met dans les pattes Merab Dvalishvili et Aljamain Sterling. Un an et demi plus tard, il est 0-2 depuis son retour. Là. Il n'a pas gagné un combat depuis 5 ans, Triple C, donc Henry Cejudo qui veut revenir sur le chemin de la victoire. Sa dernière victoire, ça remonte à 2020 contre Dominic Cruz, comme tu l'as mentionné, à 38 ans. Il a eu une belle carrière. J'ai l'impression qu'il veut revenir chercher quelque chose à l'UFC. Par contre, il n'y aura pas un combat facile. Yadong Song, là, c'est tout un combattant. Beaucoup d'expérience, même beaucoup plus que Cejudo en arts martiaux mixtes. Yadong Song, 21 victoires, 8 défaites. C'est énormément de combats. Donc, il a commencé sa carrière tellement jeune. Il est arrivé à l'UFC, je pense qu'il n'a même pas 20 ans. Là. Exactement. Puis les 2 seuls combats qu'il a perdus, c'est contre Peter Yan puis Sanagan. Donc, vraiment, là, c'est les 2 dernières fois qu'il a perdu. Donc, c'est un combattant qu'on lui a donné des gros tests, des tests à jour. Donc, pas des vieux combattants, des combattants dans le top 10, dans le top 5. Des grosses victoires contre Gutierrez, Simmons, Moraes, Julian Hart. Il a terminé 3 de ces combats-là par KO. Ça va être une grosse commande pour Henry Cejudo. Là. Toutefois, Henry Cejudo est un maître en lutte. Là. Ouais. C'est sa discipline de prédilection. A gagné une médaille d'or olympique en lutte. De là, le Triple C. De là, le Triple C, champion à 125 livres à l'UFC, champion à 135 livres et champion olympique également. À ces 2 derniers combats, on le disait, Dvalishvili et Sterling, 2 excellents lutteurs aussi. D'accord. Il n'a pas pu se faire vraiment justice dans sa grande force. Sa grande force était un petit peu était anéantie un petit peu là, par ses adversaires là, qui réussissaient à la contrecarrer. Là, cette fois-ci, je pense qu'il peut s'imposer en lutte. Song Yadong, c'est pas le meilleur lutteur non plus. C'est vraiment plus un spécialiste du combat debout. Il s'entraîne avec Team Alpha Male. Ouais. C'est sûr qu'il y a des excellents lutteurs là-bas. Il va avoir lutté en fou durant son camp d'entraînement. Mais on verra si sa défense contre les amener au sol va être bonne. Là. C'est certain que c'est pas un Merab ou un Sterling. Donc vraiment, l'opportunité peut être là pour lui d'aller chercher une victoire en travaillant sa lutte. Par contre, à 38 ans, Song est très rapide. Un jeu de pied incroyable. La vitesse d'exécution est là. C'est un combattant qui est actif.
c'est Cujo, ça va faire longtemps qu'il ne s'est pas battu encore une fois. 2 seuls combats en 5 ans. J'ai hâte de voir quel genre de Henry Cejudo va sortir. Là. On va aller écouter Henry Cejudo. Je lui ai parlé hier. Et je lui ai demandé si son objectif de redevenir champion, là, lui, il s'était donné comme mission de réussir le plus grand retour dans l'histoire de l'UFC en redevenant champion après une retraite de 3 ans. Ça se passe pas comme prévu, mais ses plans n'ont pas changé, vous allez voir. Of course, man. You never change your dream, dude, especially if I'm still in it. I mean, I win this fight. I could be a fight away, or who knows? You know what I'm saying? Like, that's how the UFC is. My last 2 losses have only been to the best guys in the world. So, Song is, I don't want to necessarily say a step down, but he hasn't been through those experiences, through that heat, like the rest of these other guys that I've fought before. So I do believe that that's the difference. Et c'est vrai, en perdant contre des combattants d'élite, puis il peut s'inspirer de Jared Cannonier, on en parlait tantôt, qui l'a emporté contre un jeune combattant. Et là, s'il retrouve le chemin de la victoire, il est encore bien classé, il peut être à 1 ou 2 victoires d'un combat de championnat. Donc, il faut y croire. Et on verra, comme tu dis, si à 38 ans, il a encore les outils pour faire partie de l'élite de cette division-là. 135 livres, les poids coqs, il y a énormément de profondeur là, aussi dans cette division-là. Demi-finale, Brendan Allen contre Anthony Hernandez. Allen est 10e à 185 livres, Hernandez est 12e. C'est une revanche parce que Hernandez avait battu Allen pour le championnat de la Legacy Fighting Alliance LFA en 2018. Sauf que là, c'est Allen qui est le mieux classé à l'UFC. Mais Hernandez, Fluffy, est sur toute une séquence quand même, là, alors que Allen, lui, a perdu son dernier combat contre Imavov. Hernandez est sur 6 victoires de suite. Là. C'est un très, très beau combat que j'ai hâte de voir ça. Honnêtement, c'est... Deux gars vraiment de même calibre. Là. 2 étoiles montantes, 2 gars du même calibre, 2 combattants qui se ressemblent beaucoup. Je donnerais peut-être le jiu-jitsu brésilien à l'avantage de Brendan Allen. Par contre, au niveau de la lutte et des positions, du ground and pound, des frappes au niveau du sol, Anthony Hernandez, comme tu l'as mentionné, 6 victoires consécutives, il les a toutes terminées. Pereira, Kopilov, Shabanaizen, Barrio et Vieira. Rodolfo Vieira, on se souvient, c'est un champion du monde de jiu-jitsu brésilien et il a réussi à lui passer la soumission. Incroyable. Donc vraiment, c'est un combattant qui manque pas d'énergie. On l'a vu qu'est-ce qu'il a fait avec Marc-André Barrio là, à son combat. Là. Une lutte exceptionnelle, des projections au sol, un contrôle au sol. Par contre, Brendan Allen, écoutez, on parlait du Kill Cliff, le nombre de combattants exceptionnels qui sont au Kill Cliff, Brendan Allen est dans le haut de la liste. Là. Il fait partie des meilleurs combattants dans ce gym-là. Beaucoup de victoires par soumission, des real naked chokes, c'est sa marque de commerce, étranglement arrière. C'est un gros combat. Là. Ouais, exactement. On a mis ça en demi-finale et dans le portrait de la division, on le sait depuis le début de l'année, elle est en mouvance, là, cette division des poids moyens. Ça sera un autre combat crucial dans cette catégorie-là. Rob Font va affronter John Matsumoto. Devait affronter Dominic Cruz. On en parlait la semaine passée, qui a annoncé sa retraite. Le jeune Brésilien Matsumoto 16-0. Et Rob Font, j'ai fait une entrevue avec lui aussi. Là, il expliquait que il ne peut pas avoir plus différents combattants, Dominic Cruz et Matsumoto. Cruz, c'est vraiment un style peu orthodoxe, un gars plus méthodique. Il dit Matsumoto, il va foncer, lui. C'est un gars ultra agressif. Donc, c'est sûr que ça change un peu la donne dans la préparation, mais il a dit qu'il était très confiant dans sa préparation. On a utilisé des vidéos avec Ferraz et tout ça. Donc, il veut montrer, un peu comme. Puis il dit je veux pas me faire prendre un peu comme Calvin la semaine passée. On sait que c'est le meilleur ami de Calvin Kattar. Il dit c'est plate que ça arrive dans des circonstances pareilles, mais je vais essayer d'apprendre des erreurs de mon ami, des erreurs qu'il a fait. Je veux pas commencer trop lentement. Là. Je dois moi aussi être agressif en début de combat parce que je peux pas dans un combat de 3 rounds, si t'en échappes un, ça va vite. Aux mains des juges, ben tu sais, c'est ça. Y a pas de ça peut être brutal au final. J'ai hâte de voir John Silva, l'autre Brésilien, 11 victoires de suite. Il a été le seul à passer le KO à Charles Jourdain dans sa carrière. Donc, oui. Vedette montante. On le sait, lui, là, c'est un showman. Hein? Quand il embarque dans l'octogone, ça peut durer 7 à 10 minutes, ça marche vers l'octogone. Il a un style vraiment là, particulier. C'est un combattant qui aime mettre la foule de son côté. Là. Il veut donner un spectacle. Il cogne extrêmement fort. Ça va être tout un combat, ça. Et parlant de gars qui cogne fort, Ibo Aslan, un Turc de 28 ans. 14 victoires, une défaite. 14 victoires par KO. Sa dernière sortie, ça a duré même pas une minute.
Un gars qui a de la dynamite dans les gants. Retenez ce nom, Ibo Aslan. On va voir, il va affronter Ewan Kutelaba, un vétéran. Mais ce sont des noms donc à surveiller. Une carte intéressante. Pas des méga vedettes, mais des gars peut-être qui peuvent vraiment se faire un nom là, avec des grosses performances. Souvent, c'est ces cartes-là qui sont le plus intéressantes. On le sait, les gars qui n'ont pas vraiment de nom, qui sont pas nécessairement mis sur la map en ce moment, veulent se prouver, veulent se faire connaître. C'est là qu'on a les plus beaux spectacles. Exactement. Donc, soyez là, 19h, samedi, en direct sur les ondes de TVA Sport 2. Yoann, merci. Yes, sir. Merci à Marc-André Barriot également. Merci à vous tous à la maison qui nous écoutez, peu importe la plateforme. On espère que vous appréciez. N'hésitez pas à communiquer avec nous, avec moi ou Yoann sur nos médias sociaux, Instagram, X, Facebook. On est là. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup encore et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. SOS!